Bienvenue sur Ubuntu Café. Tu n'as pas de café, mon cher. Payé mon café après-midi, c'est Aujourd'hui, moi aussi, je n'ai pas de café, donc c'est un café fictif. C'est comment? Ouais, ça va, ça va. Donc, comment étaient tes congés de Noël, tout ça? C'est moi, j'ai eu des congés de Noël. Mais c'était de belles fêtes, ouais. Je pense que c'était low-key, comme on dit. J'ai pratiquement rien fait, donc c'est pas grave. D'habitude, je voyage, mais cette fois-ci, je n'ai pas voyagé, donc je suis là. Ouais. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. J'étais tellement fatigué, j'ai passé la plupart du temps à dormir, quoi. Dormir, ouais. Souvent, c'est ça qui est fait. Ouais. Pas de shopping? Shopping ou non? Coping? Shopping. Oh, shopping? Non, enfin, ces derniers temps, quand je shop, c'est pas vraiment pour moi, c'est pour les neveux, un truc comme ça. Donc, Ok. de toute façon, j'ai tellement de choses que je ne porte même pas, donc, C'est ça. ouais. Je vois que tu partages le site Ubuntu Tech Hive. Oui, exactement. Donc, après, on se retrouve à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le 30 décembre, l'avant-dernier jour de 2024. Donc, je me suis dit peut-être qu'on pourra faire une petite revue de ce que la communauté a fait comme activité pendant l'année. Donc, chaque 2 semaines, on organise des événements de technologie où soit nous ou bien des volontaires dans la communauté font des présentations où il y a la possibilité de vraiment aller en profondeur. Parce que bon, c'est un des buts du groupe de ne pas toujours se réunir pour bavarder et puis perdre de temps ou bien utiliser les PowerPoint et autres, mais plutôt vraiment rentrer, aller en profondeur, quoi, parler de choses techniques pour que ceux qui sont encore en train d'améliorer leur connaissance aient l'opportunité enfin, de voir c'est quoi le niveau d'après et puis bon, apprendre, poser des questions, échanger. Et puis bon, ils sont déjà soit des vétérans ou bien qui ont assez duré dans l'industrie, peuvent aussi approfondir leurs connaissances en partageant. Puis bon, s'il se fait des amis du côté professionnel et autres. Donc, Et puis, on s'est fait des amis. En mars, ça a fait 2 ans qu'on fait ça quand même. 2 ans. ouais. Ouais. Et je peux dire qu'on a un bon noyau d'amis déjà. Donc, vraiment, je peux dire que les 2 ans là, j'ai plus, et je pense qu'on a déjà parlé de ça dans un de nos Ubuntu Café, j'ai plus appris en un temps record en faisant ces présentations qu'au travail, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mes connaissances en LLM, mes connaissances en IA, software engineering, Python ont beaucoup augmenté en faisant ces présentations que si genre j'étais au travail, quoi, tu vois. Donc, exactement. Et puis, un truc que j'ai trouvé intéressant, ça aussi, bon, c'était peut-être un but caché du groupe, c'était que, bon, c'est vrai, quand on regarde la description du groupe, on a mentionné que c'est pour les Africains de la diaspora et autres et autres. Mais ce n'est pas un groupe pour parler de politique ou bien les histoires enfin, un peu et autres. Hein. On est complètement focalisé sur la technologie. À cause de ça, on est tellement focalisé sur la technologie que on a eu l'agréable surprise de plusieurs fois, même des membres du groupe qui sont assez réguliers, qui ne sont même pas africains ou de la diaspora. Comment intrigués ou bien intéressés pour qu'ils viennent participer, poser des questions, puis se sont sentis à l'aise. Ouais, c'est vraiment tech, quoi. Voilà. Pour ça aussi, c'est un but caché du genre. Si on crée du contenu de qualité qui est vraiment utile,
tous ceux qui sont intéressés par la technologie vont se sentir concernés. Tu vois. Et puis, c'est important aussi qu'il y a des membres de notre communauté diaspora qui vraiment se portent volontaires pour montrer l'exemple aux autres. Pas que quand on parle de technologie, ça soit quelque chose qui n'a pas l'air de nous ressembler, mais qui se trouve loin là-bas, loin de nous. Il faut montrer que des gens comme nous, dans notre groupe et autres, il y en a beaucoup. Nous sommes nombreux autour du globe. Okay? Donc, il suffit seulement qu'on se connecte et puis qu'on fasse des choses intéressantes en technologie, tous ensemble. Et démystifier plein de choses. Exactement. Yeah. Exactement. Ouais, donc, c'est le site comme ça, vraiment. Un site qui est toujours, on peut dire, en construction, mais qui est accessible. C'est bien beau. Ça a eu, je sais que tu as beaucoup, tu as beaucoup fait sur le site. Ça, c'est la page, la main page, on peut dire. Ouais. C'est-à-dire, en fait, le site, là, enfin, comme on parle d'apprentissage dans le contexte du groupe de Ubuntu Tech Hive, j'ai aussi utilisé ce site-là pour explorer des choses, pour faire mon apprentissage personnel. Donc, je sais que je n'ai pas vraiment, j'ai pas créé de fonction vraiment avancée et tout ça, même si c'était possible de le faire. Je suis plutôt focalisé sur faire certaines expériences et puis faire le strict minimum. Donc, je pense que pour 2025, j'ai essayé de plus me focaliser sur les fonctions dont le groupe a vraiment besoin et puis implémenter au lieu de rester là à faire des expériences et puis bon. Et je pense que tu peux avoir de l'aide. Bon, moi je peux essayer de t'aider, mais je ne suis pas un web développeur. Donc, mais je sais que Afis, quand même, lui, il est beaucoup plus web developer, si je me trompe pas, et puis application developer. Donc, application developer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut l'intéresser quand même. Afis, c'est un membre du groupe, en fait. Ouais. Et puis, au-delà de ça, comme on voit aussi sur la page, on a essayé de, enfin, c'est encore à ses débuts, on a essayé de je ne sais pas comment on dit ça en français même. On a essayé d'aller au-delà de Meetup. Puisque c'est Meetup qu'on a surtout utilisé pour faire la publicité des événements qu'on organise. Mais la réalité est que tout le monde n'est pas forcément sur Meetup. Il y a des gens qui ont des préférences, je ne sais pas moi, utiliser WhatsApp, utiliser Discord, utiliser LinkedIn et autres. Donc, on se trouve aussi sur ces plateformes. Peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus actif. Tu vois? Ouais. En tout cas, on sera beaucoup plus actif sur une plateforme qu'on va vraiment beaucoup target, c'est YouTube et puis LinkedIn l'année prochaine quand même, dans 2 jours. Ouais. Ok. Donc, montre-nous tout ce qu'on a fait comme présentation dans l'année 2024. Donc, on regarde. Donc, je descends parce que bon, c'est en ordre chronologique. Donc, je regarde quoi, janvier. Bon, et bon, il y a quelque chose à remarquer aussi, c'est que ce qui saute aux yeux sur la page, la liste des événements dans le site, c'est qu'on a l'impression que les mêmes événements apparaissent 2 fois. Bon, pour ça, c'est très simple. Si vous faites attention, c'est vrai que le groupe s'appelle Ubuntu Tech Hive. On a une section dans le fuseau de GMT. OK. Donc, c'est la section de gauche. Et puis, on a la section de Eastern Time. Je ne sais pas comment on dit Eastern Time en truc. Je pense que c'est de New York. L'heure de New York. New York, dans GMT-4, quelque chose comme ça, à droite. Donc, bon, dans le futur, on pourra ajouter aussi d'autres fuseaux horaires pour permettre à plus de gens de se connecter. Et pour le moment, ce sont ces deux zones qu'on couvre. Dans la zone GMT, en principe, ça doit être c'est une zone qui couvre surtout, si on voit l'Afrique de l'Ouest,
Donc tout ce qui est Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc., etc. Et puis, la zone GMT-4, genre heure de New York. Bon, il y a ceux qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique, genre États-Unis, Canada, etc., etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, je vois qu'en tout cas, on a fait beaucoup. On a commencé l'année fort avec les OpenAI API, on utilisait Python. Parce qu'au départ, les chatbots étaient devenus assez populaires, donc on voulait s'exercer à créer des chatbots en utilisant la plateforme, le API de OpenAI. Mhm. Oui, c'est-à-dire un thème qui était assez récurrent quand il s'agit des chatbots, c'est que ce n'était pas seulement communiquer avec GPT, le API de OpenAI, et avoir des réponses. C'était aussi une exploration de comment structurer ce genre d'application, par exemple sur le web. Donc, comment implémenter ça pour que l'expérience de l'utilisateur de ces applications-là soit vraiment bien. Donc, on a permis à travers ce genre de présentation, on a pu voir vraiment quels sont les détails de l'implémentation. De sorte que peu importe le langage de programmation qui est utilisé, ça puisse se faire, en fait. Et puis, il faut savoir que, bon, ce que moi j'ai remarqué, peut-être tu peux ajouter ou bien donner un commentaire, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que la plupart du temps, quand les entreprises vont, par exemple, pour vendre leurs solutions IA à d'autres entreprises, disons par exemple, si tu prends une entreprise comme Google ou bien, je sais pas moi, des prestataires, disons, des consultants, ça vont vendre des solutions à des entreprises. La plupart du temps, elles commencent avec des chatbots. Parce que l'un des problèmes que beaucoup d'entreprises ont, c'est comment faire ressortir les informations qui sont stockées dans leurs fichiers qu'ils ont depuis 20 ans, 30 ans, des trucs comme ça. Tu vois, Ouais. non? Donc, créer des chatbots qui vont, par exemple, utiliser des technologies comme RAG, par exemple, et faire en sorte que le chatbot tu puisses communiquer avec le chatbot qui va en fait te donner des réponses basées sur ces documents-là. C'est une solution assez rapide et en anglais on dit low hanging fruit, c'est-à-dire le fruit qui est facile à cueillir, tu vois, Ouais. pour ces entreprises-là. Donc la plupart du temps, c'est l'une des solutions que ces entreprises-là veulent ou bien veulent qu'on implémente pour elles, pour voir en fait l'utilité d'abord de ces IA et ensuite d'autres solutions vont être proposées en fait. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, d'après ce que tu viens de dire, la solution RAG pour mettre en valeur les données des compagnies qui existent déjà, c'est un peu comme un moyen facile de, de faire un peu, enfin, l'équivalent de SQL, les tables qui existent en fait. Mais sans avoir à se fatiguer avec la syntaxe et autres. Ouais. Et puis, sans avoir à se fatiguer avec la syntaxe et autres, mais tout juste parler naturellement, pouvoir communiquer naturellement au sujet des données qui existent déjà et puis avoir des réponses intéressantes. Ouais. Ouais. Donc, on a vu ces techniques-là aussi. Je pense que c'est Kofi, Kofi. un autre membre du groupe, qui a vraiment mis l'accent dessus quoi, pour enseigner tout le monde. Si. Donc, Après le chatbot, on a fait Azure. Ça, je me rappelle que ça devait être moi. Azure. C'était mon exploration sur Azure en son temps. Ouais, c'était pas mal en tout cas. ouais, donc, tout ce qui est cloud computing. Ouais, cloud computing, ouais. Ouais. Natural language processing, ça, je me rappelle pas qui a fait cette présentation. Ça devait être toi. C'était Kofi aussi qui a fait ça. Kofi? Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça, c'est Achille, Static Website. Ouais, là, c'était Achille aussi. Donc, dans le contexte de DevOps. Voilà, DevOps.
Et je sais qu'on a collaboré sur ça, si tu te rappelles. On a collaboré sur cette présentation, la Static Website Deployment. Là. Exactement. Chacun avait une partie, en fait, du truc, de la présentation. Ouais. On a collaboré sur ça. C'était bien. On doit faire plus de collaboration l'année prochaine. Ouais. En fait, c'est vraiment quand tu rappelles ça. C'est-à-dire que quand des membres du groupe se portent volontaires pour présenter, la réalité est que tout le monde n'est pas forcément habitué à faire des présentations. Ça peut représenter peut-être un grand effort ou bien un grand challenge de tout juste se porter volontaire et puis faire une présentation de 2 heures où les gens posent des questions. Il y a des parties où, je sais pas moi, une partie du code ou bien les commandes, tout ça, ça se fait en direct. Donc, ça peut être assez chose intimide, ça peut. Donc, j'espère que ça va passer. Je cherche le mot en français. Donc, il y a un truc intéressant, c'est que quand nous sommes en technologie, puis on parle de code, on parle de cloud computing et autres, il y a des bons outils de collaboration qui existent comme GitHub, où la personne qui se porte volontaire n'a pas besoin de faire tout le travail toute seule. OK? On peut tout juste comparer, comment on appelle ça? Si quelqu'un se porte volontaire, on peut lui donner, je sais pas moi, au moins 2 semaines, mais sinon en général 1 mois de préparation. Et pendant cette période de temps-là, on peut les aider. Donc, s'ils ont besoin de rédiger telle chose, ils ont besoin de, je sais pas moi, corriger telle ou telle partie du code qui ne marche pas bien en ce moment, faire des différents essais. Tout ça, on peut le faire ensemble. Okay. Et rapidement, c'est que ça fait en fait. C'est que c'est comme ça en fait que on travaille en entreprise. On collabore toujours avec des gens en fait. Donc ça fait que si tu es nouveau dans l'industrie et que tu veux t'exercer à faire des présentations, ça en fait augmente même ton expérience du fait que tu collabores avec nous et avec d'autres personnes du groupe. Et c'est ce genre d'expérience est transférable 100%. Parce qu'en entreprise, rares sont les fois où tu vas travailler seul. Voilà. Exact. Ouais. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc, un autre truc aussi qu'on a pu démystifier au cours de l'année, c'est que, bon, avec toute la mode de AI, de machine learning et autres, il y a le terme modèle qui fait que revenir dans presque toutes les présentations. Oui, le dernier modèle de telle compagnie, le dernier modèle ceci, le dernier modèle de temps fait temps. Mais concrètement, c'est quoi un modèle? OK? Concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que un des objectifs du groupe aussi, ou bien une des choses que le groupe permet, c'est de pouvoir aussi démystifier certains concepts. Donc, ce concept de modèle, on a pu vraiment voir à travers cette présentation comment est-ce qu'on crée un modèle. Et puis, pas seulement comment créer le modèle, mais comment est-ce qu'on peut sauvegarder ce modèle dans un fichier qu'on peut manipuler, et puis le prendre, le mettre dans une vraie application qu'on peut utiliser. Donc, ça fait que, bon, bien sûr, on n'a pas recréé quelque chose comme ChatGPT parce que c'est trop, on n'a pas ces trucs, ces moyens financiers à notre disposition juste pour notre communauté de créer quelque chose comme ça. Mais on a fait quelque chose de miniature que tout le monde peut faire juste pour comprendre comment ça se passe. Le concept. Ouais. Le concept de base. Ouais. Donc, c'est cool, c'est cool. Ouais. Donc, ça c'était toi, Model Shipping, ça c'était toi, je me rappelle bien. Après, on a fait Deep Dive avec Kofi. Ouais. Et ça, c'est Brunel. Customer support. Non, c'était toi. Tu avais implémenté une démo où. Oh, ouais, c'est vrai. Avec Amazon Lex. Moi, j'avais oublié. Amazon Lex. Voilà. Le support client au téléphone, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Waouh,
J'avais oublié ça. C'est vrai, Amazon Lex, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'était bien, c'était une bonne. J'avais beaucoup aimé ça quand même. C'est ce que j'avais appris au travail et puis j'ai profité même de faire une présentation sur ça. Ouais. C'est-à-dire que tu n'avais pas fait cette présentation-là. En tout cas, personnellement, 1000 ans, je n'aurais même pas imaginé comment ça se passe exactement. Ouais. Avoir même l'audace de dire que j'allais essayer de moi-même. Il a fallu vraiment que tu présentes pour que je vois que, oh, OK. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. C'est juste. En fait, la plateforme est déjà là, c'est juste mettre la logique et puis voilà, un peu de code ici. Ouais. Non, c'est correct. Ouais. Et après, Discord, on a fait les chatbots, puisqu'on avait fait les bots avec les bots simples. Et comme on utilise Discord beaucoup quand même pour notre communauté, donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser le API de Discord. Pour ceux qui connaissent pas Discord c'est comme, on peut dire c'est comme WhatsApp en tant que tel, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités en fait. C'est un coin où, c'est une plateforme où beaucoup de communautés s'avont pour se réunir. C'était vraiment créé pour ceux qui aiment les jeux vidéo au départ. Mais maintenant, beaucoup de gens utilisent ça pour avoir leur communauté, et puis partagent des vidéos, plein de choses dessus. Donc, ouais, ils ont un API où on peut genre avoir une sorte de bot qui peut répondre à certaines actions basées sur des commandes en fait. Ouais, ça aussi c'était intéressant comme projet. C'est toi qui avais commencé avec Discord en fait. Ouais. Commencé à représenter. Et puis toi, tu as fait le deuxième. Nous inspirer. Je sais que, bon, je sais qu'à un moment, c'est comme si on était en train de chercher un nouveau sujet. Et puis, j'avais mentionné comme ça Discord juste pour t'embêter, quoi. Est-ce que j'allais pouvoir te convaincre de faire un bêtise et puis souffrir après, quoi. Non, mais c'était bien. J'ai beaucoup aimé ça, Discord, là. C'était très intéressant. Ouais. Donc, toi, tu as pu nous montrer à tous qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Donc, c'est là le si attends, je ne veux pas continuer un peu, quoi. Ouais. Je pense que c'est toi qui as fait Real-Time Data Visualization Python et HTMX, ouais. Non, c'était pas moi, c'était un autre membre, Derek. Ah, c'est vrai, j'avoue. Tu m'excuses. Oui. Chaque fois que je vois quelque chose que je ne me rappelle pas, je pense que c'est toi qui as fait. Ouais. Parce que HTMX, c'est toi qui nous avais parlé de ça, en fait. Voilà pourquoi je pensais que c'était toi, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est Derek. Ouais. C'était Derek, c'est-à-dire, bon, même chose. Je pense que c'était quoi? C'était sa deuxième présentation, enfin, je ne me souviens plus exactement. Mais toujours est-il qu'il s'est inspiré d'un cas enfin, qui rencontre souvent au travail. Pour le domaine dans lequel il travaille, bon, je pense que son équipe travaille sur des systèmes qui essaient de gérer, comment on appelle ça, l'électricité, quoi, pour certaines régions des États-Unis. Donc, basé sur ça, il a essayé de faire comme un modèle réduit en utilisant, bon, les outils dont on a parlé toute l'année. Hein. Donc, on fait comment dirais-je, comment implémenter des applications web ou autres qui peuvent utiliser les AI et autres pour donner une meilleure expérience. Comment réutiliser des outils de data science ou bien de machine learning ou bien SQL ou bien DevOps. Tu vois, c'est un peu comme une fusion de plein de concepts, quoi. Ouais, c'était intéressant, du coup. Ouais, donc, on a pu vraiment collaborer. Bon, c'est sa présentation, mais bon, on a eu quand même à collaborer sur certaines parties. Donc, voilà. Donc, je pense que je me souviens, le truc clé au sujet des SQL, des codes SQL et autres, c'est que, bon, en général, quand on veut faire sortir des données d'une banque de données, on utilise tout simplement SQL. Mais on avait structuré ça de telle sorte que, pour que quelqu'un écrive des SQL scripts, la personne pouvait tout juste parler à un AI qui allait se charger maintenant
générer les C'est cool. pour faire sortir les données. Yeah. C'était intéressant, ouais. C'était très intéressant. Ouais. Web scraping. Ouais. Ça, c'était moi? Oui. Ouais, ça, c'était moi. Ouais, je me rappelle de ça, ouais. J'ai utilisé plusieurs outils et plusieurs plateformes pour... puisque à l'époque, je pense que si je me trompe pas, l'année passée, on avait fait quelque chose avec du web scraping, je ne me rappelle pas. Peut-être pas. Ça, j'ai un peu oublié. Ouais, moi j'ai oublié. Mais anyway, cette année quand même, il y a des plateformes qui sont là, qui te permettent, je ne sais même pas comment expliquer, ils te permettent en fait de web scraping pour ceux qui ne savent pas, c'est une manière d'aller sur les sites internet et puis de L'information. voilà, extraire de l'information et le rendre ça de manière structurée en fait. Voilà. Donc, il y a des plateformes avec IA, avec laquelle tu peux faire du web scraping, en fait. Donc, j'ai en fait démontré 3 ou 4 plateformes qui t'aident à faire ça, en fait. Ouais. Ouais. Donc, bon, après ça, on a commencé à rentrer dans d'autres concepts d'utilisation de l'IA, genre en parlant des agents. Les agents, ouais. Ouais. Et Ouais. ça tombait bien parce que c'est au même moment que beaucoup de gens commençaient à parler en fait des agents, en fait, les AI agents. Ça fait maintenant parce que c'est partout maintenant. Tout le monde parle de AI agents, tout le monde parle de AI agents maintenant. Ouais. Exactement. Mais tu sais, la particularité, c'est que quand on a commencé à couvrir les AI agents, on n'a pas fait ça au travers de, je sais pas moi, des librairies qui existent déjà, comme LangChain et autres. On a essayé de faire ça manuellement pour justifier la chose. Je me rappelle. Bon, on ne peut pas prétendre que ce qu'on a fait dans le contexte de Ubuntu et puis la présentation, que c'était aussi avancé que tout ce qui est CrewAI, LangChain et autres, mais au moins le mécanisme de base, en écrivant du code simple avec Python, et puis bon, communiquer avec les AI et autres, hein, on a pu assembler quelque chose qui joue le rôle d'intelligence. Et puis, pour s'assurer un peu, je ne sais pas si tu te souviens, pour s'assurer un peu qu'on était sur la bonne voie, on a fait un peu de recherche, aller lire les livres qui existent dessus. Je me rappelle. En tout cas, c'était cool en tout cas en son temps. Ouais. Ouais. Je me souviens encore, il y avait plein de gens qui étaient aussi curieux, quoi, qui se demandaient, mais ok, agent ici, agent là, agent, ok, c'est quoi un agent exactement? De quoi on parle? Ouais. Avec les mystiques, quoi. En fait. Ouais. C'était un livre qui a été écrit par je pense, le directeur de recherche à Google, comment il s'appelle déjà? Peter Norvig. Ça avait simplifié la chose pour nous, en fait. Donc, pas moi qui donne mon opinion sur ce que c'est qu'un agent. On a tiré ça du livre et puis on a construit une implémentation basée sur la définition du livre. Et ça tombe bien. Je pense qu'après encore, c'est toi qui as présenté sur Building Blocks, Orchestration of LLM. Là. Mais je pense que c'était un peu avec l'idée de même des agents là même, avec ça qui a fait cette deuxième présentation en fait. Ouais. Exactement. Ça dit que là aussi, un concept qu'on a démystifié, c'est que bon, quand on parle des agents avec les QA et autres, on voit que par exemple, il y a des agents qui peuvent aller, c'est pas moi, faire des recherches dans disons des moteurs de recherche ou bien faire RAG, tous ces trucs-là. Donc en fait, là, c'était une exploration de comment on fait ça manuellement. Donc, je me souviens bien, il y avait un agent, enfin, il y avait un agent qui était responsable de créer des fichiers sur le disque, un autre agent qui était responsable d'interroger un AI pour écrire du code, et puis un autre agent qui était responsable de prendre notre requête et puis combiner ça avec les deux autres
pour que, genre, si on lui donne un problème de programmation, hey, est-ce que tu peux programmer quelque chose qui fait X, Y, Z, que ça se fasse, quoi. Mhm. Le AI, le AI renvoie le code selon la nature du code, si c'est Ruby ou bien C Sharp, peu importe. Le modèle, l'agent qui est responsable de créer le fichier sur le disque va créer le fichier en conséquence. Mhm. Mhm. Et puis maintenant, une démo de la fin. La démo de la fin, je pense que j'avais repris un exemple que j'avais trouvé où dans l'exemple, hein, c'était la création d'un jeu vidéo, en fait. Mhm. Yeah, je me rappelle. Voilà, donc on n'a pas eu à coder, on a tout juste eu qu'à donner l'instruction de créer un jeu vidéo qui, selon certains paramètres, et puis on a tout juste regardé le jeu en train d'être créé en temps réel, quoi. Ah, bien. Ouais. 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 Super. Laisse-moi voir. Bon, après, on a commencé à utiliser les librairies qui sont disponibles, comme Ouais. les. Mhm. Ouais. Je pense que ça avait commencé avec Kofi, si je ne me C'est- trompe pas. Mhm. Ouais. Donc, il était vraiment allé en profondeur pour nous expliquer comment ça marche, comment utiliser et tout. Puis, il y C'est avait ça. l'exemple selon la compagnie où il travaille. Mhm. Euh, Yeah. ouais. Puis on a fait le Graph Database. Ouais. Oui, Graph Database, ça c'était encore avec Derek. Mhm. Yep. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que ça c'était vraiment un concept, enfin, qui n'avait rien à voir forcément avec le monde du travail ou quoi. C'était un concept qui lui était un peu personnel. Mhm. Parce que quand on parle de Graph Database, on parle du genre de banque de données qui est spécialisée pour mettre en avant les connexions entre différents comment on appelle ça, sujets Mhm. qui sont stockés dans la banque de données. Donc, si ces sujets-là, ce sont des personnes, ça permet d'explorer, par exemple, quelles sont les relations entre les personnes Mhm. dans dont les informations sont stockées dans la banque de données. C'est Donc, est-ce ça. que ces personnes-là sont parentées? Qui est né avant comment telle personne ici est reliée à telle autre personne, Mhm. selon des liens de famille, ce genre de choses, quoi. Mhm. Donc, je pense que l'idée lui était venue du fait que je pense que un de ses oncles avait pu répertorier ou bien en tout cas rassembler plein d'informations sur son arbre généalogique. Donc, il s'est inspiré de ça pour ce projet. Et Mhm. puis, maintenant, comme ce genre de banque de données, ce ne sont pas des choses standards que la plupart des gens utilisent, les manières de structurer un truc, c'est pas comment on appelle ça, comment on dit queries en français, Requête. les requêtes, je sais pas. La manière de structurer les requêtes, c'est un peu spécial, quoi. Donc, Mhm. pas spécialiste dedans. On a structuré le projet de telle sorte que ça soit le AI qui fasse la partie difficile, qui est de générer les requêtes pour nous. Mhm. En tout cas, c'est une bonne présentation aussi. Ouais. Et après ça, je pense que c'est Android. Ça, c'est là où on a commencé à faire application de téléphone, application Android. C'est là que un de nos membres a fait le record de 4 heures. Un Ah, masterclass, en fait. Je pense qu'on a parlé de ça. C'était pratiquement un masterclass. exactement. Ça veut dire qu'on a commencé à suivre la présentation en ne connaissant rien sur Android. Oui, Quand tu finis, tu es spécialiste. exactement. Je pense qu'il était dans le, comment on appelle ça, il était dans le zone à ce point-là, jusqu'à on l'a laissé continuer. 4 heures qu'il a fait. 4 heures, 4 heures 30. Oui, 4h30. Même Ouais. 4h30 passé. C'est-à-dire, si on n'avait rien dit, il était peut-être même prêt à faire 6 heures de Toute une journée. Ouais. Non, mais c'est Il n'avait aucune idée du temps qui du était temps. passé. C'est ça. C'est ça. À un moment, il a pris une petite pause pour aller, enfin, je ne sais pas comment on dit en français, nature calls. Genre aller au Ah, euh, bon. Ouais. heureusement, on s'est dit que, OK, il a sûrement dû voir l'heure. Il va Mhm. maintenant, bon, abréger et puis terminer. Non,
Le temps qu'il dit, OK. Donc, tout ça, c'était le début, l'introduction. On a commencé la présentation. Je dis, quoi? Après 3 heures, c'est maintenant on va commencer. Non, mais c'était bien, en tout cas. Oh, ClickHouse. Après ça, on a parlé de ClickHouse. Ça, c'était la base de données analytique très rapide, là. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça ensemble. Je pense qu'on doit. Je vais regarder voir si on peut faire une deuxième parce que c'était vraiment un overview, quoi, en fait. Une introduction, en fait. C'était une base de données très, très, très rapide pour faire les analyses, en fait. Ouais. Donc, ça, c'était parfait pour ceux qui font data engineering, en fait. Si. Ah, ça, c'est mon expérience, data engineering, c'est ça. Même. Ouais. Et après ça, DevOps in the Age of AI. Ça, je ne me rappelle pas qui a fait ça. C'est peut-être toi ou Achille. C'est moi qui ai fait ça. J'ai un peu oublié même de quoi je parlais ici. Je pense qu'en fait, cette présentation, si je me souviens bien, c'était un peu comme une deuxième partie de ce que j'avais présenté auparavant, qui était réalisé sur la création d'un modèle et puis comment les mettre dans des applications. Donc, je pense qu'ici, ici, j'étais allé un peu plus en profondeur. Bon, pour essayer de démystifier plus de choses autour. Quoi. Comment intégrer un modèle dans un API, comment déployer ça, Et après ça, on a tellement utilisé ChatGPT et puis OpenAI qu'on a décidé, OK, pourquoi pas commencer à toucher un peu à Claude. Et je sais que tu m'avais envoyé une vidéo d'un jeune homme sur YouTube qui s'appelle Brian, si je ne me trompe pas, qui avait une technique assez intéressante de comment faire pour faire les requêtes au LLM. Une manière un peu différente, en fait. Donc, quand j'ai regardé la vidéo, je dis, waouh, ça c'est quand même assez intéressant. C'était une vidéo de 45 minutes. Et puis, la manière de faire était vraiment intéressante. J'ai dit, OK, pourquoi pas essayer la même chose et puis construire une application basée sur ça, en fait. Et j'ai. Hein? Le IOC, Version of Control. C'est ça. Donc, je n'avais jamais codé en JavaScript ou TypeScript avant. Donc, j'ai utilisé la technique là, et puis Claude, qui est le IA de Anthropic, et puis le framework qu'il a créé là. Et j'ai essayé de créer une application sans vraiment avoir jamais écrit du TypeScript ou du JavaScript. Voilà. Et j'ai pu créer quelque chose qui était fonctionnel quand même. Voilà. C'était quand même assez intéressant. Et j'ai fait ça live, en fait. Je me rappelle bien, j'ai fait ça live. Bon, parce que la particularité avec ça, c'est que quand les gens pensent aux différents LLM et autres, c'est des gens, OK, je veux construire un website. Donc, ChatGPT ou bien Claude ou bien peu importe, construis-moi telle page. Donc, le truc va générer la page. Après, construis-moi une page et ainsi de suite. Donc, au final, c'est vrai que le AI aide, mais il n'y a pas de cohésion entre ce qui a déjà été généré et puis ce qui doit être généré après. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour faire comprendre au truc, au LLM, comment on fait cette cohésion-là pour que tout marche ensemble, comme si c'était des blocs de Lego qui étaient agencés, quoi, en fait. Donc, là, la différence, c'est que il y avait cette idée d'inversion de contrôle où, au lieu que ce soit l'utilisateur qui dise, hey, fais ceci, fais cela, tu donnes une idée de ton but, puis maintenant, c'est le LLM qui te pose des questions pour clarifier. Voilà. Un peu comme s'il y a un employé et puis tu es le patron, tu lui dis, OK, construis-moi telle chose, et puis il vient te dire, OK, patron, c'est ça le but, mais comment exactement? Quels sont les trucs particuliers, quoi? Est-ce que tu veux faire tant? Est-ce que tu veux telle chose? Maintenant, une fois que c'est clarifié, le modèle lui-même donne le plan d'attaque, c'est-à-dire le grand master plan. Et puis là, maintenant, parce que le modèle a une vue totale sur le projet entier. De telle sorte que quand tu maintenant à générer du code ou bien la structure des dossiers et tout ça dans le projet, il y a cette cohésion-là. Donc, tu peux aller très, 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 très rapidement. Il a les autres informations, en fait. C'est pas comme s'il va dans le noir sans savoir, en fait. Il a déjà le contexte de ce qu'il doit faire, en fait.
Et au fur et à mesure qu'il crée quelque chose, tu réajoutes ce qu'il a créé là dans son contexte et il sait ce qu'il a créé avant et il continue à créer les autres choses avec. Exactement. Puis là, le contexte, c'est pas un contexte où c'est toi qui décides de qu'est-ce qui va être dans le contexte. Lui-même, il prend soin de te demander tout ce dont il a besoin pour que tu inclues ça dans son contexte. Ouais. En tout cas, s'il y a une vidéo que vous devez regarder, cette vidéo-là. C'est une des meilleures présentations, sinon même la meilleure. Et après ça, on est encore allé dans les Crew AI, je dis agents, agents. Mais cette fois-ci, avec Crew AI, qui est une plateforme qui crée les agents, en fait. Pour moi, c'est là que j'ai vraiment compris le concept des agents, en fait. Parce qu'au départ, c'était toujours un peu flou. Mais le fait que j'ai fait cette présentation et j'ai vu, en fait, genre le but et comment est-ce que ça marche. Et là, je dis, ah, ok, je comprends maintenant ce que c'est qu'un agent, en fait. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Comment tu peux décrire maintenant un agent, peut-être en 2 mots? En 2 mots, en 2 mots, je ne sais pas si je peux le faire en 2 mots, mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que c'est un agent, c'est un outil avec lequel un IA avec lequel tu lui donnes des instructions sur ce que tu veux et lui, il se débrouille pour pouvoir résoudre ce problème-là sans que tu lui donnes les instructions exactes. Et tu peux lui donner des outils. Voilà, des outils, ça peut être du code, ça peut être... la plupart du temps, c'est du code ou bien des librairies. Et il peut utiliser ces outils-là pour résoudre le problème-là. Mais toi, tu ne lui dis pas comment résoudre le problème. Tu lui dis seulement la solution que tu veux. Lui, c'est pour trouver la manière. Pour résoudre. J'avais vu une version vraiment brève de décrire un agent. Ça m'a fait réfléchir, puis après, je me suis dit que c'est correct. C'est-à-dire que un agent, comment j'avais vu ça, quand c'est sur Twitter, j'avais vu. Ils ont décrit ça tout simplement comme un for loop. Tu vois, je ne sais plus comment on dit for loop en français, mais quand on dit, par exemple, quand tu utilises Python, for x in, et puis quoi. Donc, c'est un for loop qui ne se termine jamais, ou bien que non, qui se termine quand certains paramètres sont vrai. Certains critères deviennent valides en fait. À partir de for loop, s'il a besoin, selon les outils disponibles, s'il a besoin de communiquer avec un LLM, il le fait. S'il a besoin d'autres outils pour faire des calculs ou bien peu importe, il le fait. Donc, cette option d'utiliser tel outil ou tel outil, ça dépend de ce que le LLM répond, la réponse que le AI donne. Non, en tout cas, ça, it makes sense, comme on dit. En tout cas, ça a du sens. Ouais. Exactement. Donc maintenant, bon, la manière dont ça se présente concrètement, ça peut se présenter sous la forme de Crew AI ou bien LangGraph, ou bien peu importe les autres qui existent. Et puis bon, selon la forme que les gens trouvent plus intéressante ou bien plus accessible, bon, ici, ça et puis c'est tout. Ok, donc on s'approche vers la fin. Kotlin, je pense que c'était la deuxième partie de la présentation de Afis sur Kotlin. Ouais. Ce qui m'a fait rire dans cette présentation, c'est que il a été traumatisé après le fait, quoi. Après avoir fait presque 5 heures de présentation. La première partie, là maintenant, il était tellement pressé que maintenant, nous, on lui posait des questions pour perdre le ralenti. Je me rappelle, on l'a posé plein de questions pour le ralenti. Ouais. On ne faisait pas ça, il avait terminé en 30 minutes. Et on s'approche vers la fin. Ça, c'est toi maintenant, from Go API to AI Feature Front-End. Ça, c'était tes présentations. Oui. Donc là encore, c'était à peu près comme ce qu'on disait au début. Un des buts du groupe, c'est vraiment de démystifier les choses. Bon, bien sûr, il y a des choses, il y a des concepts avancés, compliqués, tout ça, mais tous ces concepts, mais toutes ces choses qui ont l'air d'être compliquées,
il y a toujours une certaine fondation qui ne change pas vraiment. Mhm. Et donc, bon, quand on parle pour moi, quand on parle du web, on parle de faire des sites, même si on parle de communiquer avec Discord, ou bien, c'est pas moi, faire des agents, faire tous ces trucs, le dénominateur commun, c'est que en général, on utilise HTTP. Mhm. Et donc, HTTP, c'est quoi? C'est un protocole. C'est le protocole que un système peut utiliser pour communiquer avec un autre. C'est le même protocole qui régit le web. Quand on se promène sur des sites Internet, on part d'un site Internet à l'autre avec le browser, etc., etc. OK? Même quand on utilise les soi-disant AI, on va utiliser des librairies avec, on peut utiliser par exemple la librairie de OpenAI pour Python pour communiquer avec OpenAI. Ou bien si on veut communiquer avec Anthropic, on prend la librairie de Anthropic pour faire Claude, etc., etc. Mais en fait, si on prend la peine d'être familier avec HTTP, le protocole, il n'y a pas vraiment, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ces librairies-là en question. OK? Mhm. Parce que bon, là, par exemple, selon le titre, ici, j'ai utilisé Go pour implémenter la partie API. Go, c'est quelque chose qui est high performance. C'est-à-dire quand la rapidité d'exécution est vraiment un truc nécessaire, c'est un bon langage de programmation à utiliser. Mhm. Dès qu'on parle de AI, tout le monde a tendance à vouloir faire Python. Yeah. Donc là, c'était une manière de prouver que même si on n'utilise pas Python, on peut quand même faire AI en ayant cette connaissance un peu plus claire de comment le protocole de HTTP marche. Mhm. Mhm. Voilà. Yeah. Donc, les mêmes choses qu'on a vues pendant l'année, comment structurer les informations pour qu'on puisse faire des choses comme streaming. C'est genre quand les réponses des LLM viennent, par exemple, un mot à la fois et autres. Comment on peut refaire toutes les choses là en utilisant tout juste Go et puis sans vraiment utiliser d'autres librairies. Mhm. 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 Euh, Ouais. Non, j'ai beaucoup aimé cette présentation-là. Parce que c'est moi, je t'avais demandé ça, mhm, comment développer des API et tout. Ouais, mhm. c'était un concept que comment dire, que je voulais que tu présentes. Parce que ça m'intéressait. Donc, en tout cas, merci pour avoir fait, on peut dire trois parties, hein, trois présentations. On a Ouais, fait trois parties. On a fait trois parties. Donc, trois la parties. dernière partie, c'était le week-end passé, le 28. C'est On a commencé par le 30 novembre. Après, la deuxième partie, c'était le 14 décembre. Puis la dernière partie, c'était le 28. le 28. Oui, donc, bon, bien sûr, on a vu comment structurer les API. On a vu Mhm. comment valider les différentes requêtes. Quand un client fait un appel ou un serveur qui Mhm. implémente un API, comment s'assurer que la requête est valide. Mhm. Et aussi, comment créer une application web. En réponse, on a utilisé par Next.js pour que la partie web communique avec la partie API. Mhm. On a vu aussi, on a vu un peu de DevOps aussi, comment créer des Docker containers, Mhm. pas déployer ça dans le cloud pour que tout le monde puisse utiliser ça pendant la démo. Mhm. Ah, c'est un peu quoi d'autre. En tout cas, on a vu plein de concepts quoi, Aspect, quoi, oui, oui. autour de ça. Ouais, donc, c'est ça qui fait 2024, hein. Quand même, on a beaucoup exploré. Je Ouais, peux dire que il y avait beaucoup on s'est vraiment focus sur LLM, IA, mais on a fait un peu plus de software engineering quand même. Et puis on a touché un peu, grâce à d'autres membres, on a touché un peu de Android, et puis ouais, voilà, quoi. Ouais. Et puis un peu plus de DevOps cette année. Ouais. exactement. Moins de cloud. Je ne sais pas si tu as remarqué, on a fait moins de cloud. L'année passée, on a fait plus de cloud. Cette année, on a fait juste Ouais. une ou deux présentations sur le cloud. Ouais. Mais peut-être une raison, enfin, une raison pour ça, même si peut-être on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément parlé de ça de manière truc explicite ou bien directe, c'est que avec avec tous ces outils qui sont basés sur AI, qui sont disponibles de plus en plus, il y a un peu plus de gens maintenant qui sont un peu plus en confiance pour vouloir construire des choses.
Tu vois, donc le problème, bon, bien sûr, le cloud, tout ça, c'est nécessaire, mais maintenant, il y a nettement plus de gens qui sont un peu plus en confiance pour vraiment attaquer ce côté de software engineering, parce que c'est OK, on a l'aide d'un AI avec nous qui peut nous permettre de faire certaines choses. Tu vois? Donc, c'est un peu comme si, bon, si tu te souviens quand on regardait, comment on appelle ça, le nombre de personnes qui participent à chaque événement, quand ce sont les événements où on met vraiment la main à la pâte et puis on construit des choses et puis on fait des démos. Des applications, ouais. Vraiment plus de gens qui venaient, incluant même des gens qui ne sont pas de la diaspora ou africains. Si. Mais quand on faisait plutôt les choses qui sont un peu plus typiques, genre on fait cloud aujourd'hui, on fait truc, bon, là, c'était surtout les habitués du groupe qui viennent tout le monde qui étaient là. Donc, je pense que c'est à cause de ça. Quoi. Ouais. En tout cas, non, c'est cool. Pour l'année prochaine, en tout cas, moi, pour l'année prochaine, si je peux essayer d'avoir un vœu pour ce que je veux apprendre, je veux vraiment plus me focaliser sur, comment dire, vraiment comment faire pour comment faire pour que les gens puissent utiliser je ne sais pas comment formuler ça en fait. Ok, l'un des problèmes que moi je vois avec l'IA ou les outils qu'il y a en ce moment-là, c'est qu'il y a plein d'outils qui sont au-dessus de ces modèles-là, en fait. Là, tu vois, non? Donc, ça nous cache en fait comment est-ce que les choses marchent. Moi, je veux, pour l'année prochaine, en tout cas, me focaliser un peu plus, aller un peu plus en profondeur, en fait, pour comprendre un peu plus. On peut dire comme ce qu'on a fait cette année, mais toi, tu as fait plus ça, en fait. Moi, j'ai utilisé beaucoup de plateformes. Moi, j'ai utilisé beaucoup de plateformes. Je veux plus maintenant me focaliser, aller un peu plus en bas pour voir comment certaines choses marchent, comment créer des applications, on peut dire MVP. Tu vois, non, MVP. Et puis aussi démystifier plein de choses. C'est-à-dire, un des trucs que j'ai remarqué, j'essaie souvent de partager les outils que j'utilise, les outils IA que j'utilise, j'essaie de partager avec soit mes frères, ou bien des gens que je connais au pays, mais ils n'arrivent pas à avoir accès à ça. Parce que c'est comment dire, soit ils utilisent des VPN ou bien ils n'ont pas accès à ça. Donc, comment faire pour que eux aient accès souvent à ces outils-là, en fait. Donc, ça veut dire que soit ils doivent les télécharger sur leurs ordinateurs ou bien n'importe quelle manière, en fait. Donc genre, essayer de faire en sorte que il y ait des vidéos, des instructions sur comment faire pour avoir accès à ces outils-là, en fait. Voilà. Oui, donc tu parles par exemple je pense qu'on avait ouvert, j'ai oublié c'était dans lequel des choses. C'était dans celui-là, c'était dans le café. Oui. Non, mais même pendant la présentation de chaque. Ok. Je pense qu'il y a une présentation, et c'est pas la partie DevOps and AI, où je montrais comment utiliser les outils comme Llama, CPP, Osama. Voilà, donc ce genre d'outils, on n'a pas besoin du cloud. C'est des choses qu'on peut charger, qui n'ont même pas besoin d'Internet pour marcher, même en fait. Et puis, on donne accès aux trucs, à certains modèles qu'on peut utiliser. Donc, on peut utiliser nos machines ou bien déployer ça sur un serveur quelque part, et puis ça peut être utilisé. Ouais. Surtout le nouveau Llama de Facebook, le Lite, là, celui qui vient de sortir tout récemment, qui est beaucoup plus petit en taille et tout. Ouais. En tout cas, ça, c'est moi mon souhait ou vœu ou goal, objectif de 2025. Mais déjà, aussi, ces choses, enfin, comme ce que tu viens de dire, un truc qui aide aussi, c'est que je pense une ou deux fois pendant les présentations, j'ai remarqué que parce que tout le monde n'est pas forcément au même niveau de compréhension ou bien de choses, de pratique et autres. Donc, quand c'est trop technique, trop avancé, souvent les gens regardent, mais ils ne savent pas même comment. C'est vrai. Comment poser des questions. Donc, ils sont là devant une question, commentaire, ils sont là, calme, chose. Donc, je ne sais pas s'ils sont mystifiés ou bien chose. Tu vois. Tu as raison. Il y a une balance, en fait. Voilà, trouver la balance juste, tout ça, comment rendre ça intéressant, comment rendre ça, genre, montrer accessible.
accessibles et autres, sans les effrayer ou bien trucs. Quoi. Donc, peut-être pour finir rapidement, moi, quand moi je présente, quand j'essaie de me limiter à 2 ou 3 nouveaux concepts. Donc, par exemple, si je veux présenter quelque chose, si genre, je vais utiliser par exemple une plateforme. Donc, soit j'utilise la plateforme, j'utilise peut-être Python, je reste à ça dans les deux. Voilà. J'essaie de ne pas avoir 3 ou 4 choses qui sont complètement nouvelles, nouveaux, qui vont un peu embrouiller les gens, quoi, tu vois. Là. Donc, j'essaie de garder ça à 2 ou 3 choses. Parce que souvent, tu as raison, et souvent, quand il y a plein de choses, oh, je n'ai jamais utilisé cette plateforme-là, oh, je n'ai jamais même codé même avec ça, oh, je n'ai jamais, je ne connais pas ce concept de software engineering. Donc, ça fait qu'il y a plein de choses qui viennent dans la tête et tu ne sais même pas par où commencer. Voilà. Donc, tu as raison. En tout cas, ça, c'est quelque chose on doit quand même voir. Ouais. Et puis, tu vois, aussi un dernier truc aussi, en parlant de rendre les choses accessibles, il y a aussi, je pense cette année, là, on a surtout privilégié le côté anglophone. Donc, pour 2025, là, bon, enfin, ça, c'est un truc que j'y pense tout le temps. Comment rendre ça encore plus accessible pour le côté francophone? Et puis, même pour la participation des meetings. Vous avez des suggestions pour nous dire en commentaire, mais c'est du genre, sur la plateforme Meetup, il y en a qui comprennent, qui savent comment se connecter le jour J. Il y a plein aussi qui sont confus. Donc, oui, seront présents, mais maintenant, à l'heure du meeting, le jour, tout ça, ils sont un peu perdus. Puis, malheureusement, quand c'est comme ça, il y a une partie de l'audience qui ne participe pas. C'est ça. Donc, comment rendre le groupe encore plus accessible? Tu vois? Comment rendre ça plus accessible aux francophones aussi? Comment faciliter, comment on appelle ça? Le fait de joindre le meeting live pour pouvoir communiquer avec les autres membres du groupe. Bon, je ne sais pas exactement pour le moment comment ça va se structurer, mais bon, on y pense. Ouais. En tout cas, de bonnes choses en 2025. Ouais. Ouais. En tout cas, j'espère que vous allez nous suivre en 2025 et on aura une très bonne année dans la santé. Exactement. Donc, c'est bon, c'est ça, hein? Oui. C'était intéressant. 2024, j'ai beaucoup appris. Bon, je vais toujours partager. Ça me très souvent pendant la présentation, là, il y a ce que j'ai en tête que je veux vraiment présenter. Mais souvent, je me retrouve à couvrir seulement 10% parce que pour moi, j'avais tellement l'intention d'aller vite pour couvrir des choses. Mais je me rends compte qu'il y a plein de questions sur même le début. Et puis après, je dis, OK, donc on va faire une partie 2, puis on va faire une partie 3. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et beaucoup de choses à apprendre. Puis on va continuer encore en 2025. C'est ça. Bonne année. Et on s'attrape en 2025. Ça marche.